Je m'appelle Hélène, j'ai 72 ans et je vis à Nantes. Depuis que j'ai perdu mon mari il y a 10 ans, j'ai tout donné à ma famille. Mes économies, ma maison vendue pour aider mon fils à s'installer, mes mains pour garder les petits-enfants. J'ai accepté de m'effacer, de vivre dans un modeste appartement pour qu'eux puissent avoir une vie confortable. J'avais cru naïvement que ce sacrifice serait reconnu. Mais il n'a fait que nourrir le mépris. Mon fils Marc est un homme occupé, toujours pris par son travail. Sa femme Julie, ma belle-fille, a très vite pris toute la place. C'est elle qui décide, qui parle à ma place, qui me tolère dans leur maison comme on tolère une ombre gênante. J'ai appris à me taire pour ne pas provoquer de disputes. Mais ce que je vais vous raconter, je ne pourrai jamais l'oublier. C'était un après-midi glacial de janvier. Le vent s'engouffrait entre les immeubles de Nantes, mordant la peau malgré mon manteau épais. J'étais venue garder les enfants, comme souvent. Julie m'avait accueillie avec son sourire de façade, déjà pressée de filer à ses courses. Marc n'était pas là. « Mettez-vous sur le balcon, Hélène », m'a-t-elle dit d'un ton faussement léger. « L'air frais vous fera du bien. » J'ai obéi, par habitude plus que par envie. Le balcon donnait sur la cour intérieure, au 3e étage. Le froid y était encore plus mordant, et j'ai aussitôt resserré mon manteau autour de moi. C'est alors que j'ai entendu le déclic. La porte-fenêtre venait de se refermer derrière moi. J'ai cru d'abord à un simple geste machinal. Mais quand j'ai voulu rentrer, la poignée ne céda pas. Julie avait tiré le loquet. Je suis resté un moment incrédule, frappant à la vitre. Julie était dans le salon, son téléphone à la main. Elle leva les yeux, croisa mon regard et sourit. Un sourire cruel, lent, qui me glaça le sang. Puis elle tourna le dos et quitta la pièce, me laissant seule, enfermée, face au vent glacial. Le froid m'envahissait déjà. Mes doigts tremblaient, mes lèvres se fendaient. Je cognais de plus en plus fort, appelant, mais personne ne répondit. Les enfants étaient à l'école, Marc au bureau. Et moi, veuve, vieille femme inutile, j'étais prisonnière de ce balcon. Les minutes s'étirèrent. Je perdis la notion du temps. Le ciel se couvrait, les bourrasques de vent faisaient claquer la rambarde métallique. Je pensais à mon mari disparu, à tout ce que nous avions construit, et je me demandais comment j'en étais arrivée là, enfermée dehors comme un chien par celle à qui j'avais donné toute ma confiance. C'est alors que je remarquai un mouvement dans l'immeuble d'en face. Un voisin, un jeune homme que j'avais croisé 1 ou 2 fois dans la cour, se tenait à sa fenêtre, son téléphone braqué sur moi. Mon cœur bondit. Était-il en train de filmer? Oui. Je vis l'écran briller, le voyant rouge allumé. Il m'observait, témoin muet de ma détresse. Je ne savais pas si je devais avoir honte ou gratitude. Mais une chose était certaine, Julie ne pourrait plus prétendre que c'était un accident. Le temps passa encore. Quand enfin Julie revint, 1 heure plus tard, elle entr'ouvrit la porte-fenêtre avec un air faussement surpris. « Ah, je ne pensais pas que vous étiez resté dehors si longtemps. Vous auriez dû frapper plus fort. » Je la regardais sans un mot, mes mains engourdies, mes lèvres bleues. Elle se détourna, indifférente. Mais je savais, au fond de moi, que cette scène n'était pas terminée. Car le voisin avait tout vu. Le voisin avait filmé. Et ce qu'il détenait pouvait changer le cours de ma vie. Et vous, si votre belle-fille vous enfermait volontairement dehors en plein hiver, auriez-vous eu la force de garder le silence ou chercheriez-vous à faire éclater la vérité? Partagez vos avis en commentaire. Ils comptent plus que vous ne l'imaginez. Je rentrais chez moi ce soir-là, le corps encore glacé, mais c'était surtout mon cœur qui battait d'un froid plus profond. Julie avait osé. Elle m'avait laissé dehors en plein hiver, comme une punition silencieuse, comme un message clair. Ta place n'est pas ici. Mais au fond de mon désespoir, une petite lueur brillait. Ce voisin, ce jeune homme qui avait tout filmé, il détenait une vérité que Julie ne pourrait pas effacer d'un sourire hypocrite. La nuit, je ne pusse fermer l'œil. Je revoyais son téléphone pointé vers moi, cette lumière rouge clignotante. Et si je l'avais rêvé? Et s'il avait supprimé la vidéo? Ou pire, s'il avait peur et choisissait de se taire? Le lendemain, je décidai d'agir. J'attendis que Marc parte travailler et que Julie emmène les enfants à l'école. Puis je traversai la cour, mon manteau serré sur mes épaules, et montai les escaliers de l'immeuble d'en face. Je frappai timidement à la porte que je pensais être la sienne. Il ouvrit presque aussitôt,
Grand, mince, pas plus de 30 ans. Il me regarda avec étonnement. « Bonjour, vous êtes la voisine d'en face ?»« Oui, dis-je, ma voix tremblante. Je m'appelle Hélène. Hier, vous m'avez vue, sur le balcon. » Ses yeux s'assombrirent. Il me fit signe d'entrer. L'appartement était modeste, en désordre, mais chaleureux. Il posa son téléphone sur la table et s'assit en face de moi. « J'ai tout filmé, » dit-il simplement. Depuis ma fenêtre, on voyait bien que la porte était verrouillée. Vous frappiez, vous appeliez, et personne ne venait. Mon cœur bondit. « Vous avez gardé la vidéo ? » ?»« Bien sûr. On ne voit pas votre belle-fille fermer la porte, mais on comprend qu'elle l'a fait exprès. Et quand elle est revenue, on distingue son attitude. Pas du tout celle de quelqu'un qui découvre un accident. » Je fermai les yeux un instant, soulagé. « Vous accepteriez-vous de me donner cette vidéo ?» Il hocha la tête sans hésiter. « Je peux vous l'envoyer. Et si vous avez besoin, je peux témoigner. » Je le remerciai, ému aux larmes. Je n'étais pas seul. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait ce que je subissais. Mais à peine rentré chez moi, une autre peur m'envahit. Si je montrais cette vidéo à Marc, que se passerait-il? Croirait-il sa femme capable d'une telle cruauté? Ou me traiterait-il d'affabulatrice, influencée par ma solitude? Le soir, quand Marc rentra, je le guettais. Son visage fatigué, son attaché-case encore à la main. Je voulus lui parler, mais Julie surgit derrière lui, déjà maîtresse de la situation. « Tout s'est bien passé avec maman hier, » dit-elle d'une voix sucrée. Elle a pris un peu l'air sur le balcon, ça lui a fait du bien. Je sentis ma gorge se serrer. Elle osait mentir si facilement, comme si rien ne s'était passé. Marc sourit distraitement, posa une main sur mon épaule. « C'est bien, maman. L'air frais, ça revigore. » Je restais muette. C'était trop tôt. Il n'aurait pas entendu. Julie l'avait déjà enveloppé de ses mots. Les jours suivants, je retournais plusieurs fois chez mon voisin. Il s'appelait Mathieu. Nous parlions longuement. Il me montra la vidéo, me la transféra sur une clé USB. L'image était claire. On me voyait sur le balcon, frapper, crier. On voyait Julie passer dans le salon, me regarder, puis s'éloigner en laissant la porte verrouillée. Son sourire apparaissait même un instant, cruel. La preuve était là, indiscutable. « Vous ne devez pas rester seul, » me dit Mathieu. « Cette femme est dangereuse. » « Je le sais, mais je ne veux pas détruire mon fils. » Il me regarda avec une compassion qui me fit presque mal. « Ce n'est pas vous qui détruisez, c'est elle. » Un soir, alors que je sortais de chez lui, je tombais nez à nez avec Julie dans la cour. Ses yeux glacés se posèrent sur moi. « Alors, vous avez trouvé un nouvel ami, Hélène ?» fit-elle d'un ton mielleux. « Faites attention, les gens parlent vite, surtout à votre âge. » Mon cœur s'accéléra. Elle savait. Elle avait compris que Mathieu détenait quelque chose. Elle s'approcha si près que je sentis son parfum trop sucré. « Vous croyez que Marc vous croira si vous essayez de me salir? Vous n'êtes qu'une vieille femme aigrie, jalouse. Vous n'avez aucune preuve. » Je la fixais sans répondre. Mais au fond de moi, une certitude brûlait. Cette fois, elle se trompait. J'avais une preuve, et je n'étais plus seule. Je montais dans mon appartement et verrouillais la porte. Mes mains tremblaient encore. Julie ne reculait devant rien. Si elle savait que la vidéo existait, que ferait-elle? Me menacerait-elle encore ou irait-elle plus loin? J'allumai une bougie sur ma table. Sa flamme tremblante se reflétait dans mes yeux. Je pris mon carnet et écrivis d'une main ferme. Le voisin a filmé. Elle a peur. C'est moi qui ai maintenant l'arme. Je refermai le carnet et le posai près de la clé USB. La guerre silencieuse avait commencé. Les jours suivants furent étranges. Julie semblait plus douce que jamais. Elle m'apportait une tasse de thé en feignant la gentillesse. Elle s'asseyait à côté de moi avec un sourire artificiel. Mais ses yeux, eux, ne souriaient pas. Ses yeux me scrutaient sans cesse, comme pour deviner ce que je savais, ce que je cachais. Je comprenais son manège. Elle avait senti que quelque chose m'avait échappé de son contrôle. Et elle avait raison. Dans mon sac, bien à l'abri dans une petite pochette, se trouvait la clé USB donnée par Mathieu. La preuve de sa cruauté, mon arme. Une nuit, alors que je dormais d'un sommeil léger, je crus entendre un bruit, un froissement discret dans le salon. Je me levai, le cœur battant, avançai à pas feutrés. La lumière de la lune passait par la fenêtre et j'aperçus une silhouette. Julie. Elle fouillait dans mon buffet. Je restai immobile, glacé, puis j'allumai brusquement la lampe. Elle sursauta, ses mains encore plongées dans le tiroir.
Que fais-tu ici? M'écriai-je, la voix tremblante mais ferme. Elle me lança un regard froid, puis reprit son masque douceur. Oh, je cherchais seulement un torchon. Les enfants ont renversé du jus, je voulais nettoyer. Je refermai le tiroir devant elle. Les torchons sont dans la cuisine. Tu le sais très bien. Elle me toisa, son sourire figé, puis sortit sans un mot. Mais j'avais compris, elle cherchait la preuve. Elle savait qu'elle existait. Le lendemain, je décidai de mettre la clé USB en sécurité. Je la remis à Mathieu. « Gardez-la pour moi, lui dis-je. Je ne suis pas tranquille. Elle fouille déjà chez moi. » Il hocha la tête. « Ne vous inquiétez pas. Chez moi, elle n'osera pas venir. » Mais j'avais appris à ne jamais sous-estimer Julie. Quelques jours plus tard, alors que je sortais de chez Mathieu, je la vis qui nous observait depuis la cour. Ses bras croisés, son regard perçant. Elle n'eut pas un mot, mais ce silence pesant était pire qu'une menace. À partir de ce moment-là, sa stratégie changea. Elle commença à parler à Marc. Je les entendais le soir dans la cuisine, leur voix basse mais pressée. Elle se plaignait de moi, j'en étais certaine. Elle préparait son terrain comme toujours. Et Marc, mon fils adoré, aveuglé par sa femme. Un soir, il vint me voir, embarrassé. « Maman, Julie me dit que tu es méfiante, que tu lui reproches des choses injustes. Tu deviens un peu paranoïaque, non ?» Je crus que mon cœur allait éclater. Elle réussissait encore à retourner la situation, à me faire passer pour folle. « Marc, murmurai-je, si tu savais ce qu'elle a fait. » Mais je m'arrêtais. Ce n'était pas le moment. Je n'avais qu'une preuve, cette vidéo. Et elle devait éclater au grand jour. Je décidai alors d'enregistrer moi-même ces paroles. J'installai discrètement une petite application sur mon vieux téléphone, la laissant tourner quand Julie venait me parler. Ces phrases, ces menaces déguisées, s'accumulaient. « Vous devriez arrêter d'aller voir ce voisin, Hélène, disait-elle un jour. Les gens pourraient mal interpréter à votre âge. Vous ne tenez plus bien debout, un autre jour. Faites attention, un accident est vite arrivé. » Ces mots, je les gardais précieusement. Puis survint un événement qui changea tout. Une après-midi, en rentrant des courses, je trouvais Mathieu blessé à la main. Il avait reçu un coup de couteau en pleine rue. Pas grave, mais assez pour l'effrayer. On m'a dit que ce serait mieux pour moi si j'arrêtais de m'occuper des affaires des autres, souffla-t-il. Je sentis mon sang se glacer. Julie avait-elle des contacts assez bas pour faire ça? Ou bien avait-elle engagé quelqu'un pour l'intimider? Je compris alors que le temps pressait. Elle ne reculait devant rien. Cette nuit-là, je restais assise près de ma fenêtre, le carnet ouvert devant moi. Je notais d'une écriture ferme « Elle veut me réduire au silence ». Elle a menacé, elle a fouillé, elle a fait blesser. Mais la vérité existe. Et bientôt, je la ferai éclater. Je refermai le carnet, mon regard fixé sur la nuit de Nantes. Dans ma poitrine, la peur et la rage se mêlaient. Je n'étais plus seulement une veuve fragile. J'étais une mère humiliée, une femme trahie, une témoin de sa propre survie. Et désormais, une certitude brûlait en moi. Si Julie voulait ma perte, c'était elle qui tomberait la première. Je savais que je ne pouvais plus attendre. Julie avait franchi une ligne en s'introduisant chez moi et en laissant blesser Mathieu. Si je continuais à me taire, elle finirait par m'anéantir, à petit feu, comme elle en avait déjà l'intention. Mais il fallait choisir le bon moment, le bon terrain, car seule contre elle, je n'avais aucune chance. Un matin, Mathieu sonna à ma porte, sa main encore bandée. Il entra, posa son téléphone sur la table et dit d'une voix ferme « Hélène, on ne peut pas rester dans l'ombre. Cette vidéo doit sortir, mais pas seulement pour vous sauver, pour la coincer définitivement. » Je hochai la tête, les yeux brillants. « Oui, mais comment? Marc ne me croira jamais si je la lui montre en secret. Elle trouvera encore une excuse. Elle me fera passer pour folle. » Mathieu réfléchit un instant. « Alors il faut qu'il la voie devant témoin, qu'elle n'ait aucune échappatoire. » Ces mots résonnèrent dans ma tête toute la journée. Et soudain, une idée naquit. Le week-end suivant, Marc et Julie avaient prévu un repas familial avec quelques amis à eux. Julie aimait recevoir, briller, jouer les maîtresses de maison impeccables. Si la vérité éclatait ce jour-là, devant plusieurs pères Dieu, elle ne pourrait plus mentir. Je décidai donc de préparer mon piège. Avec Mathieu, nous fîmes plusieurs copies de la vidéo. Une sur une clé USB, une autre sur son ordinateur, une troisième envoyée à un ami de confiance. Si Julie mettait la main sur l'une, les autres survivraient.
Le samedi arriva. J'avais l'estomac noué, mes mains tremblaient, mais une force nouvelle me soutenait, l'instinct de survie. Je savais que ce jour marquerait un tournant. Quand je franchis le seuil de leur appartement, Julie m'accueillit avec son sourire parfait. « Ah, Hélène, comme je suis contente de vous voir. Entrez donc, vous êtes chez vous. » Ces mots sonnèrent comme une ironie cruelle. Je m'assis dans le salon, entouré des amis de Marc. Le repas se passa d'abord dans une ambiance banale, ponctuée de rires forcés et de conversations légères. Julie paradait, servait ses plats, récoltait des compliments. Puis, au moment du dessert, Mathieu entra. Il avait été invité discrètement par Marc, une petite faveur que je lui avais soufflée, prétextant qu'il m'aidait beaucoup depuis quelque temps. Julie pâlit en le voyant. Ses yeux lancèrent des éclairs. « Oh » fit-elle d'une voix sèche, « je ne savais pas que nous avions un convive de plus. » Mathieu sourit calmement. « Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas faim. Mais j'ai quelque chose d'important à montrer. » Il posa son ordinateur portable sur la table. Julie se raidit. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle, la voix déjà tremblante. Marc fronça les sourcils. « Mathieu ?» Je pris une profonde inspiration. « Marc, tu dois voir ceci. » La vidéo démarra. L'écran montra clairement la scène du balcon. Moi grelottante, frappant à la vitre. Julie apparaissant dans le salon, me regardant, souriant, puis s'éloignant en laissant la porte verrouillée. Un silence de plomb s'abattit. On n'entendait plus que le bruit léger des cuillères posées dans les assiettes. Marc blêmit. Ses amis échangèrent des regards indignés. Julie, elle, se leva brusquement, ses mains tremblant. « Ce n'est pas ce que vous croyez, cria-t-elle. C'était un jeu. » Hélène voulait de l'air, mais sa voix se brisa. Personne ne la croyait. Marc se leva à son tour. Ses yeux pleins de colère et d'incrédulité fixaient sa femme. « Julie, comment as-tu pu ?» Elle tenta encore de se défendre, balbutiant des phrases incohérentes. Mais tout était fini. La preuve était là, indiscutable. Ses mensonges s'effondraient un à un. Je restais assise, les larmes aux yeux, incapable de prononcer un mot. J'avais attendu ce moment si longtemps, mais il me laissait un goût amer. Voir mon fils découvrir l'horreur que sa femme m'avait fait subir, c'était une victoire. Oui, mais une victoire douloureuse. Julie quitta la pièce en claquant la porte, son masque brisé. Les amis de Marc la regardaient s'éloigner, choqués. Mon fils s'assit face à moi, la tête dans les mains. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» Je posais doucement ma main ridée sur la sienne. « Parce que je voulais que tu vois de tes propres yeux. Parce que sinon, tu n'aurais pas cru. » Il baissa la tête, silencieux. Je me levai, pris mon sac et quittai l'appartement. Dans le couloir, mon cœur battait encore à toute allure, mais je sentais une délivrance profonde. La vérité avait éclaté. Julie avait chuté. Chez moi, j'allumai une bougie et repris mon carnet. D'une écriture ferme, j'écrivis « Elle m'a enfermée sur le balcon. Le voisin a filmé. Aujourd'hui, elle ne peut plus nier. » Je posai le stylo et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis respirer. Le lendemain du repas, le silence régnait comme une chape de plomb. J'étais rentrée chez moi le cœur battant, les mains encore tremblantes d'avoir enfin montré la vérité. Mais le soulagement que j'avais espéré ne vint pas. Au contraire, une inquiétude sourde m'envahissait. J'avais exposé Julie devant tout le monde, mais je savais qu'elle ne renoncerait pas si facilement. Ce genre de femme ne s'effondre pas. Elle prépare sa revanche. Vers 10 heures du matin, on frappa violemment à ma porte. Je sursautai. Quand j'ouvris, Marc se tenait là. Son visage était fermé, ses yeux cernés. Il entra sans attendre mon invitation, posa ses mains sur la table de ma cuisine. « Maman, dit-il d'une voix basse, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ?» Je restai interdite. « Tu as vu la vérité. Tu sais ce qu'elle a fait. »« Oui, répondit-il, mais c'est la mère de mes enfants. Si je la quitte, ils vont souffrir. Si je reste, tu souffres, toi. Qu'est-ce que je dois choisir ?» Ces mots me poignardèrent. Je compris qu'il était piégé entre sa loyauté envers moi et son lien conjugal. Mais je savais aussi que Julie ne changerait pas. « Marc, murmurai-je, ce n'est pas à moi de décider, mais tu dois protéger tes enfants, et les protéger d'une femme capable d'enfermer une vieille femme sur un balcon en plein hiver. » Il baissa la tête, incapable de répondre. Le soir même, le téléphone sonna. Je décrochai. Une voix glaciale résonna à l'autre bout. « Julie, vieille vipère, gronda-t-elle, tu crois avoir gagné? Tu m'as humiliée devant tout le monde. Mais Marc est encore mon mari.
Et il choisira ses enfants, pas toi. Tu n'as aucune chance. » Elle raccrocha sans attendre. Ma main tremblait. Elle préparait quelque chose, j'en étais sûre. Les jours suivants, la tension monta. Marc évitait mes appels. Quand je le voyais brièvement, il paraissait exténué, partagé entre deux mondes. Les enfants, eux, me regardaient avec une curiosité inquiète, comme s'ils percevaient que quelque chose de grave se jouait autour d'eux. Julie, bien sûr, s'appliquait à m'ignorer quand nous nous croisions dans la cour, mais ses yeux lançaient des éclairs de haine. Puis un matin, je reçus une convocation du service social. Julie avait osé. Elle avait déposé une plainte contre moi, m'accusant de harcèlement et de manipulation. Selon elle, j'avais inventé cette histoire de balcon pour semer la discorde dans son couple. Je crus m'évanouir en lisant la lettre. Elle renversait la situation, comme toujours. Mais cette fois, j'avais une arme, la vidéo, et le témoignage de Mathieu. Je pris rendez-vous aussitôt. Au bureau du service social, une jeune assistante m'écouta patiemment. Je sortis la clé USB, lui montrai la vidéo. Ses yeux s'élargirent d'indignation. « Mais c'est inacceptable. Vous avez bien fait de l'apporter. » Je sentis mes larmes couler. Je n'ai pas cherché à détruire leur couple. Je voulais seulement prouver que je ne suis pas folle. Elle hocha la tête. « Ne vous inquiétez pas, Madame Leclerc. Nous allons classer cette plainte. » Je sortis du bureau un peu plus légère. Mais je savais que Julie ne s'arrêterait pas là. Quelques jours plus tard, elle tenta une autre stratégie. Marc vint me voir, l'air troublé. « Maman, Julie dit que tu vois souvent ce voisin Mathieu, que tu passes du temps chez lui. »« Ce n'est pas vrai, dis. » Je sentis une colère froide m'envahir. « Marc, tu oses répéter ces insinuations? Tu crois vraiment que, veuve à 72 ans, je passerai mes soirées à séduire un garçon de 30 ans? » Il baissa les yeux, honteux. Je ne sais plus quoi penser. Julie me répète que tu veux la détruire. Je frappai la table du poing. Non, Marc, c'est elle qui veut me détruire. Elle me hait parce que je vois clair dans son jeu. Il resta silencieux, les yeux brillants. Je vis qu'il est au bord de la rupture, mais incapable de franchir le pas. Le soir, je confiai ma détresse à Mathieu. Elle s'acharne, soufflai-je. Elle m'accuse, elle salit mon nom, elle manipule Marc. Je ne tiendrai pas. Vous tiendrez, répondit-il fermement, parce que vous avez la vérité. Et moi, je ne vous laisserai pas seul. Ces mots me réchauffèrent plus que je ne l'aurais cru. Quelques jours plus tard, un événement changea tout. Julie organisa un dîner avec des amis, encore. Mais cette fois, elle ne savait pas que l'un des invités était aussi un collègue de Mathieu, à qui il avait confié la vidéo. Au milieu du repas, alors qu'elle parlait d'elle-même avec arrogance, il sortit son téléphone et montra le film à la table. Le silence fut assourdissant. Les convives se tournèrent vers elle, horrifiés. Julie resta bouche bée, incapable d'articuler une défense. Marc, blême, comprit enfin qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Le lendemain, il vint me voir, ses yeux rougis. « Maman, tu avais raison. Je vais demander le divorce. » Je le serrai dans mes bras, les larmes coulant sur mes joues ridées. Ce moment, je l'avais attendu si longtemps. La vérité avait enfin brisé les chaînes de Julie. Le soir, seul chez moi, j'allumai une bougie et écrivis dans mon carnet « Elle a tenté de me faire passer pour folle. Elle a tenté de me salir. Mais aujourd'hui, c'est elle qui tombe. » Je refermai le carnet et pour la première fois depuis des mois, je m'endormis sans trembler. Les jours qui suivirent la décision de Marc furent lourds, presque étouffants. Julie avait quitté la maison pour s'installer chez une amie, mais je savais que ce n'était qu'un repli stratégique. Elle n'était pas du genre à disparaître discrètement. Une femme comme elle ne s'avouait jamais vaincue. Je passais mes journées auprès de mes petits-enfants, essayant de leur offrir un semblant de stabilité au milieu de ce chaos. Mais je voyais dans leurs yeux la confusion, l'incompréhension. Ils entendaient les disputes, les murmures, les pleurs étouffés derrière les portes. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je trouvais ma porte entr'ouverte. Mon cœur s'emballa. Je poussais lentement, les mains tremblantes. À l'intérieur, tout semblait à sa place, sauf mon carnet. Celui dans lequel j'avais consigné chaque détail, chaque douleur, chaque menace. Il avait disparu. Je sus immédiatement qui était derrière cela. Julie. Elle connaissait désormais ma faiblesse, mes mots, ma vérité, écrits noir sur blanc. Le lendemain, Marc m'appela, bouleversé. « Maman, Julie m'a envoyé des pages de ton carnet.
Elle dit que tu inventes tout, que tu écris des mensonges pour la détruire. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Elle utilisait mes propres armes contre moi. Je me rendis aussitôt chez Mathieu. Quand il vit mon visage défait, il comprit. « Ne vous inquiétez pas, dit-il. La vidéo suffit. Et moi, je témoignerai. Personne ne peut croire que vous ayez inventé. » Ces mots me réconfortèrent, mais je savais que Julie préparait un coup plus grand. Et il arriva. Quelques jours plus tard, en plein marché, je sentis une main m'empoigner le bras. Je me retournai. Julie, les yeux injectés de rage, le visage défait. « Vieille sorcière !» cracha-t-elle. « Tu crois m'avoir détruite? Tu crois qu'il va te choisir, toi? Tu ne seras jamais plus qu'un poids pour lui. » Les passants se figèrent. Certains sortirent leur téléphone, filmant la scène. Julie, aveuglée par sa fureur, ne s'en rendait même pas compte. « Tu mourras seule, Hélène, seule et haïe. » Je la fixai droit dans les yeux, malgré ma peur. « Non, Julie, ce n'est pas moi qui suis seule. C'est toi. » 2 policiers arrivèrent rapidement, alertés par les cris. Ils la maîtrisèrent, tandis que les badauds chuchotaient. Cette fois, elle avait montré son vrai visage au grand jour. Quelques heures plus tard, Marc vint chez moi. Il paraissait accablé. « J'ai vu la vidéo du marché, dit-il. Elle est partout, partagée par les gens. Je ne peux plus fermer les yeux. Julie est allée trop loin. » Ses larmes coulèrent. Je le pris dans mes bras comme quand il était enfant. « Mon fils, murmurai-je, il fallait que tu voies, que tu comprennes par toi-même. » La semaine suivante, Julie disparut. Elle quitta Nantes sans prévenir, laissant derrière elle des dettes et des rancunes. Marc engagea une procédure de divorce. Les enfants restèrent avec lui et je les aidai du mieux que je pus. Mais moi, je savais que cette histoire m'avait changé à jamais. J'avais survécu à la cruauté, à l'humiliation, au froid du balcon, aux mensonges, aux menaces. Et malgré mes 72 ans, je n'étais plus une femme fragile. Je repris mon carnet, un nouveau, et écrivis d'une main ferme. Elle m'a enfermée dans le froid. Elle a tenté de m'effacer. Mais aujourd'hui, c'est moi qui respire, c'est moi qui reste. Je posai le stylo. La bougie vacillait sur la table, projetant mon ombre ridée contre le mur, une ombre grande, droite, fière. Je savais que les blessures resteraient, mais je savais aussi que la vérité avait triomphé, et qu'aucune porte, aucun balcon, aucun hiver ne pourrait plus jamais m'enfermer. Après le départ brutal de Julie, un calme relatif s'installa dans ma vie. Nantes me semblait respirer à nouveau. Les matins au marché, les rires de mes petits-enfants, les visites de Mathieu qui venait souvent prendre un café. Pourtant, au fond de moi, je restais méfiante. J'avais appris à mes dépens que la paix dans une famille déchirée n'était jamais acquise. Marc, désormais seul avec les enfants, tentait de recoller les morceaux. Je le voyais lutter entre son travail, ses responsabilités et sa tristesse. Il venait parfois s'asseoir dans ma cuisine, la tête entre les mains. « Maman, je n'arrive pas à croire que j'ai été aveugle si longtemps, » disait-il. Julie me manipulait, et moi, je t'ai laissé souffrir. Je lui serrais la main, le cœur serré. « Tu as ouvert les yeux, Marc. C'est ce qui compte. » Mais à peine commencions-nous à entrevoir un avenir plus apaisé qu'une nouvelle secousse survint. Un matin, je reçus une lettre recommandée. En l'ouvrant, mes mains se mirent à trembler. C'était une convocation judiciaire. Julie avait porté plainte contre moi pour diffamation. Je crus que l'air me manquait. Elle osait encore, malgré les vidéos, malgré les témoins, malgré son éclat de folie sur le marché. Elle osait m'accuser, moi, de salir son image. Je m'assis, les jambes flageolantes. Marc lut la lettre par-dessus mon épaule. Son visage se crispa. « C'est insensé, dit-il, après tout ce qu'elle a fait. »« Insensé, oui, mais dangereux, répondis-je d'une voix basse. Tu sais comme moi qu'elle est capable de tout. » Nous décidâmes d'aller voir Marc, l'avocat. Dans son bureau, je déposai la lettre sur la table. Il la parcourut d'un œil attentif, puis leva la tête. « Ne paniquez pas. Julie tente un dernier barreau d'honneur. Mais nous avons des preuves solides. La vidéo de Mathieu, les enregistrements de vos conversations, les témoins du marché. C'est elle qui a creusé sa tombe. » Ces mots me rassurèrent à peine. Car je savais que l'humiliation publique avait brisé Julie et qu'elle ne cherchait plus la vérité, seulement à me faire payer, à salir mon nom, même si elle devait s'y perdre. Le procès civil fut fixé à 2 mois plus tard. 2 mois d'attente, de peur tapis. Je notais chaque jour dans mon carnet mes pensées, mes souvenirs, mes craintes. Parfois la nuit,
Je rêve encore de ce balcon glacé, de la poignée verrouillée, de ce sourire cruel derrière la vitre. Entre-temps, Mathieu devint un soutien constant. Il venait souvent dîner, me parlait de ses projets. Je voyais en lui une présence rassurante, presque un fils de substitution. Un soir, il me dit « Vous savez, Hélène, vous n'êtes pas seule. Vous avez votre fils, vos petits-enfants, et vous m'avez aussi. » Ces mots me touchèrent profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que quelqu'un me voyait autrement qu'une vieille femme. Puis le jour de l'audience arriva. Dans la salle, Julie était là, pâle mais toujours arrogante, vêtue d'un tailleur sombre. Elle me lança un regard venimeux. Marc était assis à mes côtés, nerveux. Mathieu, lui, avait accepté de témoigner. Le juge écouta d'abord la plainte. Julie se leva, la voix mielleuse. « Votre honneur, ma belle-mère cherche à me détruire. Elle a inventé des histoires, monté un voisin contre moi. Tout cela parce qu'elle ne m'a jamais accepté. » Je serrai les poings. Mais l'heure de la vérité sonna quand Mathieu présenta la vidéo. L'écran montra, une fois encore, mon corps grelottant sur le balcon, Julie me regardant et refermant la porte. Le juge fronça les sourcils. La salle murmura. Puis ce fut au tour de Marc. Sa voix tremblait, mais il parla avec une sincérité bouleversante. J'ai longtemps fermé les yeux. Mais j'ai vu cette vidéo. J'ai vu ma mère souffrir. Et j'ai compris que Julie était capable de ce qu'elle nie aujourd'hui. Julie perdit son sang-froid. « Ce n'était rien, cria-t-elle. Juste une blague. Cette vieille femme dramatise tout. » Ces mots résonnèrent dans le silence. Elle venait de sceller son propre sort. Le juge trancha rapidement, plainte rejetée, et Julie condamnée à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Je sortis de la salle, les jambes flageolantes, mais le cœur plus léger. Julie avait tenté une dernière fois de m'écraser, mais la vérité l'avait encore écrasée, elle. Ce soir-là, chez moi, j'allumai une bougie. J'ouvris mon carnet et écrivis. Elle a voulu me réduire au silence jusqu'au bout. Mais mes mots, mes preuves, ma voix l'ont vaincue. Je refermai doucement le cahier. Je savais que la guerre était finie. Mais les cicatrices, elles, resteraient. Après l'audience, un calme étrange s'installa dans ma vie. Julie disparut peu à peu du paysage, réduite à ses manigances ratées et à son image détruite. Les rares fois où je croisais son nom, c'était pour entendre qu'elle s'était éloignée de Nantes, cherchant à refaire sa vie ailleurs. Je ne ressentis ni joie ni vengeance, seulement un soulagement profond, comme si un poids écrasant avait enfin glissé de mes épaules. Marc, lui, changea. Il me regardait différemment, avec une reconnaissance nouvelle. Un soir, il me prit la main en silence, les larmes aux yeux. « Maman, je ne t'ai pas protégée, mais tu as survécu, plus forte que moi. » Je serrai sa main ridée dans la mienne. « Tu es mon fils, et je serai toujours ta mère. L'important, c'est que tu aies ouvert les yeux. » Les enfants, eux, vinrent plus souvent chez moi. Je les emmenais jouer dans le parc près de l'Erdre. Je leur racontais des histoires le soir, et leur rire emplissait mon appartement modeste de chaleur. Dans leur regard innocent, je trouvais une forme de renaissance. Je n'étais plus la vieille femme qu'on enferme sur un balcon. J'étais leur grand-mère, leur refuge. Mathieu, mon voisin, continua de veiller sur moi. Ses visites étaient devenues une habitude douce. Parfois, il apportait une tarte, parfois il réparait une étagère branlante. Mais plus que ses gestes, c'était sa présence qui comptait. Nous parlions longtemps de tout et de rien, et je sentais que la solitude reculait. Un soir, il me dit « Vous avez traversé l'enfer, Hélène, mais vous êtes encore debout. Vous m'avez appris que le courage ne dépend pas de l'âge. » Ces mots m'allèrent droit au cœur. Moi qui m'étais crue faible, effacée, inutile, j'étais devenue un exemple pour quelqu'un. Et puis un matin d'hiver, je me retrouvais seule face à ma fenêtre. La lumière pâle baignait la cour, et je repensais à cette nuit glaciale où Julie m'avait enfermée. La même fenêtre, la même vue, mais un autre sentiment. Je n'étais plus prisonnière. J'étais libre. Je sortis mon carnet, celui que j'avais recommencé après que l'autre eût été volé. D'une main ferme, j'écrivis les mots que je sentais devoir laisser comme un témoignage. Monologue final. On m'a enfermé sur un balcon, au cœur de l'hiver, comme si ma vie n'avait plus de valeur. On a ri de ma détresse, on a cherché à me faire passer pour folle, à me réduire au silence. Mais la vérité a trouvé son chemin. Une caméra, un voisin courageux et ma volonté de ne plus me taire ont suffi à briser ces mensonges.
Je suis une femme de 72 ans, une veuve de Nantes. On m'a traitée comme une charge, comme une ombre. Mais j'ai prouvé qu'une femme âgée peut se relever, affronter la cruauté et gagner. À vous qui m'écoutez, n'acceptez jamais qu'on vous enferme, qu'on vous humilie, qu'on vous efface. Même si vos mains tremblent, même si vos jambes vacillent, votre voix peut encore résonner. Et votre vérité peut faire tomber les masques les plus cruels. Julie croyait m'avoir brisée, mais c'est elle qui a chuté. Moi, je reste debout, entourée de mes enfants, de mes petits-enfants et de ceux qui m'ont tendu la main. Ne doutez jamais, la force des femmes qu'on dit trop vieilles est une force qu'on ne peut pas tuer. Je refermais le carnet, soufflais la bougie posée à côté de moi. Dans l'obscurité, je sentis une peine nouvelle m'envahir. Oui, j'avais souffert, mais je n'étais plus une victime. J'étais une survivante. Et désormais, plus jamais personne n'oserait m'enfermer. On croit toujours que les histoires se terminent quand le coupable disparaît. Mais la vie n'est pas un conte. Elle laisse des traces, des cicatrices et parfois des échos inattendus. Après la fuite de Julie, je pensais enfin goûter à la tranquillité. Pourtant, une nouvelle secousse vint me rappeler que rien n'est jamais simple. Un matin, alors que je me rendais au marché, une femme m'aborda. Je ne la connaissais pas. Elle portait un manteau sombre, ses cheveux roux mal attachés, et son regard avait cette intensité qui met mal à l'aise. « Vous êtes Hélène Leclerc ?» demanda-t-elle d'une voix sèche. « Oui », elle hocha la tête. « Je suis la sœur de Julie. » Mon cœur se serra. Je crus d'abord à une provocation. Mais son ton n'était pas agressif, plutôt chargé d'un mélange étrange de rancune et de lassitude. « Je voulais vous dire, continua-t-elle, que vous n'êtes pas la seule à avoir souffert d'elle. Julie a toujours eu ce besoin de dominer, de manipuler. Dans notre famille, elle a brisé plus d'une personne. Mais vous avez osé lui résister. » Je restai interdite, incapable de répondre. La femme posa une main sur mon bras. « Faites attention tout de même. Julie n'accepte jamais vraiment la défaite. » Ces paroles résonnèrent en moi tout le chemin du retour. Julie tapit quelque part, ruminant sa chute. L'idée me glaçait encore. Le soir, j'en parlais à Marc. Il blêmit. « Maman, je ne veux pas que tu sois inquiétée encore. Julie est partie. Laisse-la. » Et si elle revenait? Et si elle cherchait à se venger une fois de plus? Il serra ma main. « Alors je serai là. Cette fois, je ne te laisserai pas seule. » Ces mots me touchèrent, mais je savais que les promesses ne suffisent pas toujours. Les semaines passèrent. L'hiver céda doucement la place à un printemps pâle. Je retrouvais un rythme simple. Le marché, mes petits-enfants, les visites de Mathieu. Mais quelque chose demeurait, une vigilance constante, comme si je guettais toujours une ombre dans mon dos. Un soir, Mathieu frappa à ma porte, plus grave qu'à l'accoutumée. « Hélène, dit-il, il faut que je vous dise. » Julie m'a contactée. Elle m'a envoyé un message. Je crus que mon cœur allait s'arrêter. « Quoi? Mais pourquoi toi ?» Il hésita, puis sortit son téléphone. Le message s'afficha. « Tu crois protéger cette vieille femme, mais tu ne sais rien. Ce que j'ai, je peux encore l'utiliser. » Mes mains tremblaient. Julie n'avait donc pas renoncé. Elle gardait encore une arme, un secret, quelque chose qui pouvait retourner la situation. Je me laissais tomber sur ma chaise, le souffle court. « Qu'est-ce qu'elle veut ?» Mathieu haussa les épaules. « Elle veut faire peur, peut-être, ou elle prépare autre chose. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais assise devant la fenêtre, le carnet ouvert. Je notais d'une écriture rageuse. « Julie n'est pas finie. Elle prépare encore. Mais moi non plus, je ne suis pas finie. » Le lendemain, une lettre arriva dans ma boîte. Pas de nom d'expéditeur, seulement mon adresse écrite à la hâte. Je l'ouvris d'une main fébrile. À l'intérieur, quelques pages arrachées de mon ancien carnet, celui qu'elle m'avait volé. Elle me les renvoyait, maculées d'encre rouge où elle avait griffonné des insultes. Menteuse, vipère, vieille folle. Je sentis une colère froide m'envahir. Julie me provoquait encore. Elle voulait que je flanche, que je perde pied. Mais cette fois, je n'étais plus la femme tremblante enfermée sur un balcon. Je pris mon téléphone et appelai Marc. « Fils, il est temps que nous allions ensemble à la police. Elle ne nous laissera pas tranquilles tant qu'elle n'aura pas été arrêtée pour de bon. » Il resta un moment silencieux, puis dit d'une voix ferme. « D'accord, maman. Ensemble. » Je raccrochais. Dans ma poitrine, la peur et la détermination se mêlaient. La bataille n'était pas terminée, mais désormais,
Je n'étais plus seule pour la mener. Les semaines suivantes furent marquées par une tension sourde. Chaque jour, j'attendais le coup de trop, l'événement qui prouverait que Julie n'avait jamais renoncé. Et il arriva un soir de mai. Je revenais de chez Marc, après avoir passé l'après-midi avec mes petits-enfants. La cour de mon immeuble baignait dans une lumière orangée. Quand je tournai la clé dans ma serrure, je sentis aussitôt que quelque chose clochait. La porte avait été forcée. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. À l'intérieur, tout paraissait à sa place, sauf sur la table de la cuisine. Là, bien en évidence, trônait mon nouveau carnet, ouvert. Une page avait été déchirée, remplacée par une autre feuille écrite d'une main nerveuse. « Tu crois m'avoir détruite. Mais tant que je respire, je serai ton ombre. » Je m'effondrais sur la chaise. Elle était revenue. Elle avait pénétré chez moi comme on plante un couteau dans une plaie mal refermée. Je composais aussitôt le numéro de Marc. Il arriva dans l'heure, accompagné de Mathieu. En voyant la lettre, Marc pâlit. « Cette fois, c'en est trop, dit-il. On ne va plus attendre qu'elle frappe encore. » Le lendemain, nous allâmes ensemble au commissariat. Le policier qui nous reçut examina la lettre, prit nos dépositions. « Nous allons la convoquer, dit-il. Elle ne peut plus se permettre de jouer à ce petit jeu. » Quelques jours plus tard, Julie fut entendue. Mais fidèle à elle-même, elle nia tout. Elle prétendit qu'elle n'avait jamais écrit ces mots, qu'elle ne s'était jamais rendue chez moi. Pourtant, ses empreintes furent relevées sur la poignée de ma porte. Elle n'avait plus d'issue. L'affaire prit une tournure judiciaire. Cette fois, ce n'était pas moi qui étais accusée, mais elle. Intrusion, menace, harcèlement. Marc assista à l'audience, ses yeux fixés sur celle qui avait été sa femme. Quand le juge prononça la condamnation, une interdiction d'approcher ni lui, ni moi, ni les enfants, Julie éclata en sanglots. Mais je n'eus aucune compassion. Ce jour-là, en sortant du tribunal, le ciel de Nantes me parut plus clair. Comme si, enfin, l'hiver intérieur qui m'avait enfermé si longtemps prenait fin. Les mois passèrent. Marc retrouva une sérénité nouvelle, les enfants riaient à nouveau, et Mathieu continuait de veiller sur moi, discret mais constant. Je reprenais goût aux petites choses, une promenade le long de l'Erdre, un livre lu à voix haute aux enfants, un café partagé sur mon balcon, ce balcon qui autrefois avait été ma prison. Un soir, seul dans mon salon, je sortis mon carnet. La flamme d'une bougie éclairait les pages vierges. Alors j'écrivis, non plus seulement pour moi, mais pour toutes celles qui pourraient lire mes mots un jour. Je suis Hélène, veuve de 72 ans. On m'a enfermée sur un balcon en plein hiver, comme si ma vie valait moins qu'un souffle glacé. On m'a traitée de folle, de menteuse, on a tenté de me voler mes mots, de me réduire au silence. Mais j'ai résisté. J'ai trouvé des alliés quand je croyais être seule. Un voisin, un fils revenu de son aveuglement, mes petits-enfants qui m'ont rappelé que je n'étais pas inutile. J'ai découvert qu'à tout âge, une femme peut devenir sa propre armure. On croit qu'à 72 ans, on est fragile, qu'on baisse la tête. Mais je vous le dis, la fragilité cache parfois une force qu'aucun hiver ne peut briser. À celles qui m'écoutent, à celles qui se taisent par peur d'être ridiculisées, parlez. N'ayez pas honte de vos rides, de vos tremblements, de vos silences. Derrière eux se cache la vérité, et la vérité finit toujours par éclater. Julie a voulu m'effacer. Mais c'est moi qui reste. Elle est tombée, et moi je suis debout. Plus jamais on ne m'enfermera dans le froid, plus jamais je ne me tairai. Parce qu'une vieille femme n'est jamais une proie. Elle est mémoire, elle est courage, elle est résistance. Et tant que je respire, je témoignerai. Je refermai le carnet. Dans la flamme vacillante de la bougie, je vis mon reflet sur la vitre. Une vieille femme marquée par les épreuves, mais le regard ferme. Une survivante. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vraiment libre.